Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais présenter la théorie des systèmes linéaires invariants causaux. Alors, l'objectif, c'est pas du tout de faire une présentation mathématique exhaustive et rigoureuse, mais de donner les principes généraux. Voilà, donc on est plutôt dans le niveau licence 3. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un système linéaire? Donc, c'est un objet qui a une fonction temporelle E de t qu'on appelle entrée, associée une fonction temporelle sortie qu'on note S de t. Donc il est linéaire, ça veut dire que si à la combinaison linéaire d'entrée lambda E1 plus mu E2 appliqué à l'entrée, ben, j'aurai en sortie lambda S1 plus mu S2. De plus, donc si à l'entrée E de t, j'associe la sortie S de t, si je translate l'entrée d'une durée tau, c'est-à-dire si je la retarde ou je l'avance dans le temps, eh bien la sortie sera également avancée ou retardée de la même durée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps propre, hein, et donc c'est ce qu'on appelle la propriété d'invariance. Donc linéaire, ici en vert, invariance, et causalité. Alors causalité, ça veut dire que si il n'y a pas d'entrée avant une certaine date, si l'entrée est nulle, avant la date 0, eh bien il n'y aura pas de sortie non plus qui pourra exister avant cette même date. C'est-à-dire que la conséquence ne peut pas précéder la cause, qu'on appelle la causalité. Alors évidemment, en vertu de l'invariance, hein, si l'entrée n'a pas lieu avant la date tau, eh bien, il n'y aura pas non plus de sortie avant la date tau. Voilà. Donc, on est dans le cadre de systèmes linéaires invariants causaux. Alors, on va parler de réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la sortie pour une entrée particulière, qui est ce qu'on appelle un pic de Dirac ou une impulsion de Dirac. Alors, je vais rappeler la propriété de l'impulsion de Dirac. Hein. Donc, c'est, pour faire simple, c'est une fonction qui est nulle partout, une entrée qui est nulle partout, sauf en t égale 0, et qui, en t égale 0, possède une valeur très grande, en fait, de manière plus précise. Donc, delta de t est nul partout. Et pour toute fonction g intégrable, si je fais le produit scalaire, c'est-à-dire intégrale de g de x, delta de x dx, eh bien, j'obtiens g de 0. C'est-à-dire que le poids de la fonction delta, entre guillemets, hein, delta, en fait, c'est une distribution, donc je ne vais pas du tout développer cette théorie. Le poids de la fonction delta en 0 est tel que elle rend cette intégrale pour valeur g de 0. Voilà. Et ça, c'est vrai pour toute fonction g intégrale. Donc, c'est ça que j'appelle le pic de Dirac. Donc, ce que j'appelle réponse impulsionnelle, c'est la réponse du système linéaire quand à l'entrée, la fonction e de t, l'entrée, c'est delta. Donc, h de t s'appelle la réponse à l'impulsion de Dirac. Alors, bien sûr, si je translate l'entrée d'une durée tau, ben, la sortie, ça sera h de t moins tau, en vertu de l'invariance du système. Alors, maintenant, je vais parler de changement de base. Alors, considérons une entrée comme ça, là, qui est représentée en bleu, qui est e de t. Et puis, je peux la voir un peu comme une succession de pics de Dirac qui sont prises à des valeurs TI et qui ont à des dates TI, pardon, et qui ont des valeurs f à la date TI. Par exemple, à la date TI, j'ai la valeur de la fonction f de TI. À la date TI plus 1, j'ai la valeur de la fonction f de TI plus 1, etc. Donc, on pourrait écrire la fonction f de t comme une somme, comme ça, de fonctions de Dirac, hein, qui sont fonctions du temps, pondérées par des constantes, ici, qui sont les coefficients f de ti. Voilà. Alors, ici, c'est le pic de Dirac qui est translaté donc, à la date ti, c'est celui qui est en rouge. Et puis ça serait un peu un coefficient. Donc, on peut écrire sous cette forme-là, on reconnaît bien une écriture d'un vecteur f qui s'écrit comme une combinaison linéaire de vecteurs de base, hein, sigma des alpha i ei, où ei, en fait, ce sont les vecteurs de base, ce sont les fonctions temporelles, ici, les pics de Dirac, et alpha i sont les coordonnées. Donc là, j'ai écrit la somme discrète, hein, donc il y a une infinité dénombrable, si on veut, de coefficients alpha i, de valeurs, mais en fait, en réalité, c'est un continuum, hein, bien sûr, c'est pas discret. Donc si je passe à la limite continue, donc bien sûr, ça c'est quelque chose que je justifie absolument pas d'un point de vue mathématique, la fonction f de t, c'est je passe d'une somme discrète à une somme continue, c'est-à-dire une intégrale. Et donc ce qui joue le rôle de coefficient alpha i, c'est la f de t', qui n'est pas une fonction de t, hein, c'est des coefficients. Voilà. Donc j'écris f de t comme une combinaison linéaire, hein, comme une somme de fonctions delta de t moins t', donc de Dirac translaté. Donc ici, ça, ce sont les vecteurs de base. Donc j'ai écrit en fait la fonction f comme un vecteur, en fait, dont ici, la f de t', c'est les coordonnées dans la base des fonctions delta. Alors, en vertu de la linéarité, je vais essayer de faire le lien entre
les systèmes linéaires invariants causaux et la réponse impulsionnelle. Donc cette entrée E de t, qui est une somme de sigma des alpha et i, aura pour sortie sigma des alpha i SI, où SI, c'est la réponse du système pour l'entrée EI. Voilà, ça, c'est en vertu de la linéarité. Donc si j'écris ça de manière décomposée sur la base des fonctions EI, c'est les fonctions de Dirac, eh bien, je vais avoir en sortie, ici, pour chaque fonction d'entrée qui a un pic, eh j'aurai la réponse S de t moins ti, c'est-à-dire la réponse impulsionnelle translatée, c'est-à-dire le H de t moins tau, ici. Donc en vision continue, au lieu d'avoir une somme discrète, j'écris ça sous la forme d'un intégral sur l'ensemble de t' qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et en sortie, j'aurai effectivement encore une combinaison linéaire, donc qui s'écrit sous la forme d'une intégrale comme ça. Bon, ça s'appelle un produit de convolution. C'est pas nécessaire de le savoir, mais en tout cas, on a cette vision. La sortie s'écrit en fonction des sommes des fonctions h de t moins t'. Alors, bien sûr, c'est intégrales qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Alors, là, on est dans la base B, c'est la base des fonctions de Dirac, c'est-à-dire j'écris les fonctions f indice t', qui sont des deltas de t moins t'. C'est des fonctions du temps, mais qui sont paramétrées par l'indice t'. Donc ça, c'est la base que j'ai représentée, donc entre guillemets naturelle, où j'écris la fonction comme une somme de Dirac pondérée par les valeurs de la fonction. Et on va changer de base, et je vais utiliser une base où je vais utiliser des fonctions exponentielles complexes. Donc f indice oméga, c'est les fonctions i oméga t. Fonction i oméga t. Et ça, on appelle ça la base de Fourier. Donc je vais en fait faire un changement de base de la base B vers la base B', on appelle ça aussi représentation fréquentielle. Donc je vais, ce changement de base de B vers B', je vais dire que f peut s'écrire comme une somme avec des nouveaux coordonnées, alpha prime i, E prime i, où le E prime i, c'est la fonction f indice oméga. Et ce qui joue le rôle de i, de variable, c'est oméga. Au lieu d'intégrer en t', on somme en oméga. Et donc alpha prime i, c'est le coefficient de Fourier pour une somme discrète. Et pour une somme continue, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Je note E tilde de oméga. Donc cette écriture, c'est exactement ça. On peut écrire que E de t, c'est intégrale de E tilde de oméga. Donc ça, c'est ce qui joue la nouvelle coordonnée. Et puis la fonction i oméga t. Et on fait la somme de ces fonctions temporelles avec oméga qui est l'indice, ici, l'équivalent de l'indice i en continu. Alors en fait, pour des raisons un peu subtiles de convergence et de transformer de Fourier réciproque, la fonction là, c'est pas ei oméga t, j'ai un peu simplifié, c'est ei oméga t sur 2π. Voilà, donc je ne vais pas trop détailler ça, mais si je prends ces fonctions de base là, donc il y a juste un facteur 2π de normalisation, ça me permet de réécrire delta sous une forme très simple. En fait, la fonction de Fourier, donc le delta de Fourier, s'écrit intégrale donc sur R de 1 fois exponentielle oméga t sur 2π d'oméga. Voilà, donc ça, j'admets ça, mais ça peut se montrer, c'est pas trop difficile, mais ça m'obligerait à parler de transformée de Fourier inverse, ce qui n'est pas l'objet. Donc on voit bien que le delta s'écrit comme combinaison linéaire ici de fonctions i oméga t, et ça veut dire que ces coordonnées sont la fonction identité dans l'espace oméga. Ça veut dire que la composante de delta, ici, là, ce qui jouerait le E de oméga, c'est 1. C'est 1 pour tout oméga. Ça veut dire qu'il y a toutes les composantes fréquentielles en fait, dans un pic de Dirac. C'est ça que ça dit, cette écriture-là. Et bien, si j'applique à l'entrée la fonction identité 1 de oméga, j'aurai une sortie. Et la sortie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que je vais appeler réponse impulsionnelle, mais dans la base oméga. Donc h tilde, je note h tilde de oméga. Qu'est-ce que c'est que h tilde de oméga? C'est la fonction qui est telle que le h de t, c'est-à-dire cette fonction-là temporelle, s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de l'exponentielle de oméga t, mais pondérée par le h tilde de oméga. Donc h tilde de oméga, on appelle ça la transformée de Fourier de h de t. Voilà. Donc, du coup, si je cherche à écrire la sortie, la sortie, on voit bien que pour une entrée E tilde de oméga qui s'écrit comme ça, je vais avoir la sortie qui va s'écrire également en combinaison linéaire
Donc d'une certaine façon, je passe de la base B ici. Là, je suis en base B, c'est-à-dire la base avec les fonctions Dirac, et je vais passer dans la base B'. C'est-à-dire que le fait de dire qu'à delta, j'associe delta de t, j'associe h de t, ça c'est la façon dont le système est écrit dans la base B, ben, c'est la même chose d'écrire que la fonction 1 dans l'espace oméga est associée à h tilde de oméga. Le système, il transforme 1 en h tilde de oméga. Et donc, ce qui se passe, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que si, au lieu d'avoir 1 en entrée, j'ai E tilde de oméga, et bien je vais avoir chaque composante qui va être multipliée E tilde de oméga par H tilde de oméga. Là, ça serait un H tilde, s'il faut être rigolo. Voilà. Et donc, la sortie S de t s'écrit comme ça. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit que, en fait, la sortie S de t, c'est ni plus ni moins qu'une somme de combinaisons de fonctions exponentielles et oméga t avec le terme qui est devant, qui est juste un produit simple de l'entrée E tilde par le H tilde de oméga. Donc la sortie S de t, là, on peut l'écrire dans l'espace oméga comme correspondant à l'entrée E de oméga. Donc à E de oméga, j'associe S tilde d'oméga qui est juste l'entrée fois H de oméga. Alors, on peut l'écrire comme ça, hein, cette écriture-là, c'est ça qu'on a écrit, hein, la transformée de Fourier de la sortie. C'est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, ici, le H tilde d'oméga fois la transformée de Fourier de l'entrée. Donc ça veut dire qu'on a notre système qui se ramène juste à une multiplication par le H tilde d'oméga. En fait, on a déjà vu ça. On voit ça en première année sous la forme S bar égale H bar fois E bar, écriture qu'on donne un peu sans trop justifier. Et donc, ce qu'on a appris là avec ce formalisme, c'est que la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire le H bar de J oméga ou le H tilde d'oméga, c'est exactement la même chose, écrite un peu différemment. Donc, la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, c'est la fonction de transfert en fréquence, celle que vous avez apprise. Donc, je peux écrire que H bar de oméga, c'est c'est-à-dire que quand je passe de H de t à H tilde d'oméga, c'est-à-dire que je fais une transformée de Fourier, et donc je peux dire que H bar de J oméga, c'est la transformée de Fourier de H de t. Voilà, comme ça, on note ça comme ça, ce changement de base. Voilà. Donc l'intérêt de passer en Fourier, c'est qu'on remplace finalement des opérateurs différentiels, de dérivés, hein, en général, il y a des relations différentielles entre la sortie est la solution d'une équation différentielle. Et en fait, on a juste à faire une multiplication dans l'espace de Fourier, puisque le principe, c'est que les opérateurs de dérivation ont été diagonalisés, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés par des multiplications en G oméga. Voilà pour la théorie des systèmes linéaires invariants causaux et la vision changement de base de Dirac à base de Fourier. Merci de votre attention.